Aujourd'hui, nous allons étudier une affaire des années 1930, alors installez-vous pour un voyage en Angleterre. Vera Isabel Minnie Page est née le 13 avril 1921 à Hammersmith, un quartier situé dans l'arrondissement de Hammersmith et Fulham. Dans l'ouest de Londres, elle était l'unique enfant de Charles et Isabel Page, un couple ouvrier peinant à joindre les deux bouts dans leur modeste maison. Charles travaillait comme peintre de wagons pour la Great Western Railways, tandis qu'Isabelle gérait la maison et s'occupait de leur fille. En 1926, Vera a commencé sa scolarité à l'école primaire du quartier, une modeste institution nichée au cœur des rues animées de Notting Hill. Là, on la décrivait souvent comme timide, mais malgré sa discrétion, elle était appréciée de ses camarades, et les enseignants soulignaient souvent son caractère agréable et ses manières irréprochables. Bien qu'elle ait pu être quelque peu réservée, sa popularité était indéniable, et ses amis semblaient attirés par sa nature douce. Dans le but de compléter leurs revenus, Charles et Isabelle accueillaient parfois des pensionnaires chez eux. Ces pensionnaires étaient soigneusement choisis parmi leur cercle de famille et de connaissances de confiance, et apportaient un soutien financier bienvenu à leur famille. En janvier 1931, la famille a Fanteorg a quitté leur modeste maison de Chapel Road à Notting Hill pour emménager dans une spacieuse maison de 3 étages sur Blenheim Crescent. Alors que la famille Page occupait le rez-de-chaussée et le sous-sol, les étages supérieurs accueillaient d'autres résidents, dont les locataires de longue date, Arthur et Annie Rush, qui au fil des années étaient apparemment devenus une présence permanente dans la propriété. À cette époque, de nombreuses familles connaissaient des difficultés. Le chômage avait fortement augmenté, privant de nombreux habitants de revenus. Les gens avaient du mal à se payer les besoins essentiels comme la nourriture et le logement. Certains dépendaient de la charité ou de l'aide gouvernementale. Le stress et l'anxiété étaient répandus, mettant à rude épreuve les relations familiales et aggravant les inégalités sociales. Heureusement, Charles Page n'a pas été affecté par la récession et a poursuivi son travail. À 16h30 le lundi, 14 décembre 1931, Vera, âgée de 10 ans, a quitté son domicile au 22 Blenheim Crescent pour parcourir environ 350 mètres jusqu'à la maison de sa tante Minnie, au 70 de la même rue. Son but était simple, récupérer 2 certificats de natation qu'elle avait obtenus mais qu'elle avait laissés chez sa tante la veille. Cependant, Vera n'est pas rentrée chez elle. À 17h30, son absence a commencé à inquiéter. Inquiet, son père Charles s'est rendu au 70 Blenheim Crescent pour parler à la tante de sa fille. Comme elle l'a informé que Vera avait récupéré ses certificats de natation et était partie vers 16h45, elle a précisé que Vera lui avait dit qu'elle devait partir car elle devait être à la maison à temps pour le dîner. En 1931, il n'était pas rare que des enfants de l'âge de Vera fassent des courses pour leurs parents et sortent seuls, mais le fait qu'elle ne soit pas rentrée amplifiait l'angoisse de son père. Ses émotions oscillaient entre peur et désespoir à chaque heure. Il a fouillé le quartier, frappant aux portes des amis de sa fille et demandant à tout le monde s'il l'avait en vue. À mesure que l'obscurité tombait, l'anxiété de Charles ne faisait que s'intensifier, aggravée par l'incertitude quant à l'endroit où se trouvait Vera. Les heures s'écoulaient lentement, tandis que Charles, désormais aidé par des amis et des voisins, poursuivait sans relâche ses recherches dans tout le quartier. Mais à 22h25, son inquiétude était telle qu'il se rendit au commissariat de Notting Hill, où il déclara la disparition de sa fille. Il continua ses recherches tard dans la nuit. Chaque instant qui passait sans nouvelles de Vera pesait lourdement sur son cœur, laissant lui et sa femme lutter contre cette incertitude troublante. Le lendemain, Vera étant toujours disparue, l'anxiété de Charles et Isabelle Page persistait face à la réalité de la perte de leur fille. Une description de Vera circulait désormais parmi la police locale, et la nouvelle s'était répandue dans les médias. Le couple espérait et priait pour le retour sain et sauf de Vera. Au cours de leur enquête, la police découvrit qu'entre 5 et 6 heures du soir, le 14 décembre, Vera avait été vue par un garçon nommé Charles Hewitt, qui déclara aux agents qu'il la connaissait assez bien. Il a également été confirmé que Vera avait parlé à une camarade de classe nommée Irene Stegman devant la pharmacie Taylor, à l'angle de Blenheim Crescent et Portobello Road.
Irène a dit aux agents que Vera voulait acheter les dominos en savon de la vitrine comme cadeau de Noël pour ses parents. Irène a également confirmé que Vera portait une enveloppe contenant ses certificats de natation et a ajouté qu'après leur brève conversation, elle était rentrée chez elle, mais que Vera s'est restée à regarder la vitrine de la pharmacie. Ainsi, de façon assez étrange, la police n'a pas pu trouver quelqu'un qui puisse confirmer avec certitude avoir vu l'enfant de 10 ans seul, ou en compagnie de quelqu'un d'autre après ce moment. Un marin s'est présenté et a déclaré avoir vu une fille correspondant à la description de Vera, accompagnée d'un homme et d'une femme devant un magasin à 18h30. Un autre homme nommé Robert Rich a signalé qu'il avait vu Vera à 20h45 du côté droit de la rue Montpellier, se dirigeant vers Lansdowne Crescent. Il a dit qu'en arrivant au Crescent, il s'est retourné et a constaté qu'elle avait disparu. Il a ajouté qu'elle balançait son béret rouge et qu'il pensait qu'elle avait probablement tourné dans Lansdowne Road. Monsieur Rich s'était connu de la police et il ne le considérait pas comme un témoin fiable. Bien qu'incertain que ces observations concernent la fille disparue, la police a poursuivi ses recherches intensives dans la région. Ils ont interrogé avec diligence autant de personnes que possible, tout en apportant un soutien réconfortant aux parents de Vera. 2 jours plus tard, le 16 décembre, l'air du matin était glacial lorsqu'une livraison de lait de routine prit une tournure sinistre parmi le feuillage du jardin de devant au 89 Addison Road à Kensington, une grande propriété aisée située à seulement 1 mile de la maison de Vera. Un laitier nommé Joseph Smith, qui effectuait sa 2e tournée de la journée, aperçut le corps sans vie d'une jeune fille. Choqué et momentanément cloué sur place, il reprit ses esprits et informa rapidement la cuisinière de la maison avant de partir en courant chercher un policier. Les enquêteurs arrivèrent vite sur place. Il était évident que l'auteur de ce terrible crime avait fait peu d'efforts pour dissimuler le corps, n'ayant recouvert les restes de la jeune fille que d'une poignée de terre et de feuilles jetées au hasard. Les détectives ont noté qu'un bandage usé pour doigts, taché d'ammoniac, était fermement coincé dans le pli interne de son bras droit. Après avoir examiné la position du corps, les autorités pensèrent que Vera avait connu une fin tragique près de l'endroit où elle avait été retrouvée. Ils en ont conclu que le crime avait été commis par un habitant du quartier ou par quelqu'un connaissant bien le voisinage. Malgré l'écoulement d'environ 40 heures entre la dernière apparition confirmée de Vera et sa découverte finale, le médecin légiste de la division, le docteur Guillaume Kirkwood, fut perplexe de constater que son corps ne présentait pas la rigidité habituelle généralement observée après la mort. Il a plutôt remarqué des signes de décomposition avancée, révélant une exposition à des conditions accélérant ce processus. Cela l'a amené à supposer que le corps de Vera avait été conservé dans un environnement relativement chaud pendant la période intermédiaire. Le mystère a grandi à cause du temps de la veille. De fortes pluies entre 15 et 21 heures avaient rendu l'atmosphère humide et brumeuse. Malgré ces conditions humides, les vêtements de Vera présentaient peu de signes d'absorption d'humidité, en particulier dans les zones où son corps avait été en contact avec le sol. Mais l'endroit où elle a été retrouvée, cette anomalie a poussé les enquêteurs à s'interroger davantage sur les circonstances entourant la mort de Vera. D'après leurs conclusions, il a été établi que le corps de Vera n'aurait pas pu rester exposé à l'endroit où il a été découvert pendant plus de 2 heures. Cette affirmation a été corroborée par les déclarations des habitants du quartier, y compris la dame qui vivait dans la maison, qui a déclaré que si le corps a été présent avant 7h50 du matin, il aurait été impossible de ne pas le voir. Joseph Smith, le laitier, a déclaré avoir livré du lait à la maison à 5h30 ce matin-là et assuré que le corps n'était pas présent lors de ses premières visites. Une autopsie a été réalisée sous l'expertise de Sir Bernard Spilsbury. Sa conclusion sinistre dressait un tableau saisissant. Vera avait été agressée puis étranglée. Des marques sur sa gorge indiquaient qu'une corde avait été placée autour de son cou, mais le pathologiste renommé pensait qu'elles étaient post-mortem. Il a confirmé que la mort était probablement survenue peu de temps après la dernière fois qu'elle avait été vue vivante. Il a précisé que Vera était morte plus de 24 heures avant la découverte de son corps. On pouvait voir de la poussière de charbon sur son visage et il y avait de la cire de bougie sur son épaule droite.
Il est jugé très probable que le corps ait d'abord été mis dans un abri à charbon ou une cave sombre sans éclairage, puis déplacé et abandonné sans ménagement au 89 rue Addison. Ces détails médico-légaux ne font qu'accentuer le mystère entourant la disparition tragique de Vera. Le meurtre de Vera Page, 10 ans, a provoqué une vive indignation publique, poussant la police à redoubler d'efforts pour trouver le coupable. L'enquête a été dirigée par le surintendant George Cornish, assisté du surintendant Nichols et de l'inspecteur détective Mallett. Une vaste opération a suivi, la police menant des enquêtes approfondies de porte à porte dans la zone où la jeune fille avait disparu et où son corps a été retrouvé. Ils ont également lancé de nombreux appels par le biais des médias, exhortant le public à fournir toute information pouvant aider à l'enquête. Au total, plus de 1000 personnes ont été officiellement interrogées et la police a recueilli plusieurs milliers de témoignages au cours de leur poursuite acharnée de la justice. Étant donné la nature timide de Vera, les enquêteurs ont supposé qu'elle avait peut-être été enlevée et tuée par quelqu'un qu'elle connaissait et en qui elle avait confiance. La poussière de charbon sur ses vêtements laissait penser que le corps avait été caché dans une cave à charbon et récupéré peut-être à l'aube du 16 décembre. On pensait aussi qu'à cette période, le meurtrier avait accidentellement déplacé un pansement pour doigt, retrouvé plus tard sur le corps de Vera. Madame Margaret Key a fourni un indice crucial en signalant qu'elle avait vu un homme poussant une brouette, chargée d'un gros paquet enveloppé dans une nappe rouge distinctive à franges tricotées, en direction du quartier d'Addison Road, vers 6h40 du matin, le jour où le corps a été découvert. Le 17 décembre, Kathleen Short, résidant à Stanley Crescent, près du lieu où Vera a été vue pour la dernière fois, s'est présentée au commissariat de Notting Hill avec un béret rouge d'enfant. Elle a dit aux agents qu'elle l'avait trouvé devant chez elle vers 9h30 du soir la veille. Madame Short a aussi signalé avoir trouvé du papier déchiré et un morceau de bougie qu'elle a ramassé puis jeté. Le béret a été montré aux parents de Vera, qui l'ont identifié comme appartenant à leur fille, mais étrangement, ils sentaient le pétrole lampant. Monsieur Page a confirmé que le béret n'avait jamais senti le pétrole lampant. Curieusement, à côté de la propriété de Madame Short, une cave à charbon vide avait sa porte déverrouillée et ouverte. C'était étrange, car les résidents ont toujours dit que cette cave était bien sécurisée. 2 femmes ont affirmé avoir entendu des cris la nuit où Vera a disparu, mais après enquête, la police a exclu qu'ils viennent de la cave à charbon de Stanley Crescent. À la suite de l'autopsie et des déclarations des témoins, une théorie s'est développée selon laquelle, après le meurtre de Vera Page, son corps aurait été dissimulé dans un sous-sol sombre ou une cave à charbon, probablement éclairée à la bougie, avant d'être transporté à l'endroit où il a finalement été découvert, possiblement à l'aide d'une brouette. La police s'est concentrée sur les hommes qu'elle connaissait pour rôder dans les endroits où les enfants jouaient. L'un de ces hommes, qui semblait correspondre à la description de l'homme vu en train de pousser la brouette donnée par Madame Margaret Key, s'appelait Monsieur Percy Rush. Il avait 41 ans, était marié et résidait à proximité immédiate de Blenheim Crescent. Il était laveur de flanelle à la laverie de Earl's Court depuis 2 ans. Et malgré son déménagement à Talbot Road avec sa femme en 1925, il gardait des liens étroits avec ses parents qui résidaient aux étages supérieurs du 22 Blenheim Crescent, la maison où Vera avait vécu avec sa mère et son père. On savait qu'il rendait régulièrement visite à ses parents et qu'il possédait sa propre clé de leur logement. Il était déjà connu de la police, ayant été arrêté, jugé et reconnu coupable en 1923 et 1927 pour exhibitionnisme. Chaque fois, il a purgé 1 mois de prison. À l'été 1931, il fut aussi accusé de la même infraction, mais ne fut pas condamné cette fois. Malgré ses déclarations d'innocence, M. Percy Rush est rapidement devenu le principal suspect et le 18 décembre, il a été amené au poste de police de Notting Hill pour être interrogé. Lors de l'interrogatoire par la police, il a ouvertement admis connaître Vera Page et l'a décrite affectueusement comme une gentille petite fille. Cependant, il a affirmé ne pas l'avoir vue depuis environ 3 semaines avant sa disparition. Les soupçons se sont accrus lorsqu'il a été révélé que la profession de M. Percy Rush l'exposait fréquemment à l'ammoniac
et qu'il s'était blessé au doigt de la main gauche juste une semaine avant que le corps de Vera ne soit retrouvé. Lorsqu'on lui a demandé à propos du bandage au doigt, il a répondu qu'il en avait porté un après s'être blessé au doigt et qu'il avait fabriqué un pansement de fortune. Il a ajouté que sa femme l'avait ensuite remplacé par un bandage plus confortable pour le protéger de l'ammoniac. Il a affirmé avoir jeté le second bandage le 11 décembre. Des collègues sur son lieu de travail ont confirmé qu'il s'était effectivement blessé au doigt le 9 décembre et qu'il avait recouvert la blessure avec un bandage fait maison. Cependant, il n'était pas sûr qu'il le portait le 14 décembre, le jour où Vera a disparu. La police a perquisitionné chez M. Rouche, sur Talbot Road. Là, ils ont découvert des restes de bandages. Ils ont également trouvé une nappe rouge distinctive avec une frange tricotée, identique à celle décrite par Madame Marguerite Kay, qui, le 16 décembre, avait vu un homme poussant une brouette dont le contenu était recouvert d'une nappe rouge. L'analyse médico-légale a relié la cire de bougie sur l'épaule de Vera aux bougies de chez Monsieur Ruche et a aussi trouvé de la poussière de charbon et des traces de sperme sur ses par-dessus. Dans les poches du manteau, ils ont trouvé un cordon de pyjama qu'ils pensaient être la cause des marques sur le cou de Vera. La bande imbibée d'ammoniac sur Vera correspondait exactement au doigt blessé de Monsieur Ruche. Bien qu'il nie l'avoir porté depuis le 11 décembre, le Dr Roach Lynch du ministère de l'Intérieur a réalisé une analyse médico-légale supplémentaire. Il a confirmé qu'elle avait caché une plaie purulente imbibée d'ammoniac au moins une fois. Cependant, le Dr Lynch a noté qu'à l'examen sous lumière ultraviolette, le matériau différait en consistance des échantillons de bandage et de charpie trouvés au domicile de Monsieur Ruche. L'enquête du coroner, ouverte le 18 décembre, a été ajournée 2 fois pour laisser la police poursuivre ses investigations. Elle a débuté le 10 février 1932 sous la présidence de M. Ingleby O'Dea, coroner de Westminster. La salle d'audience était bondée, tandis que des spectateurs impatients faisaient la queue à l'extérieur dans l'espoir d'obtenir une place pour assister au débat. Même la neige qui tombait n'a pas réussi à entamer leur détermination. Au cours de l'enquête, plusieurs témoins ont témoigné, y compris Madame Isabelle Page, la mère de Vera. Elle a décrit sa fille comme une personne timide qui évitait les interactions avec des inconnus. Elle a affirmé que Vera aurait reconnu M. Percy Rush, qui rendait souvent visite à ses parents habitant les étages supérieurs du même immeuble. Cependant, Madame Page a eu du mal à témoigner, s'effondrant émotionnellement et nécessitant l'aide de son mari. Les déplacements de M. Percy Rush le jour du meurtre n'ont pas été corroborés, mais il a donné un récit détaillé de ses mouvements. Il a déclaré que le 14 décembre, sa femme Daisy avait été absente de leur domicile jusqu'en début de soirée. Se sentant mal à l'aise d'être seul, il a décidé de s'occuper et est donc allé faire des courses à Kensington après avoir terminé sa journée de travail. Ce n'est qu'aux environs de 20h30 qu'il est rentré, juste quelques instants avant l'arrivée de sa femme. Il a ajouté qu'ils se sont couchés vers 22h15. Monsieur Rush a soutenu avec fermeté qu'il n'avait pas rendu visite à ses parents ce lundi-là, bien que ce soit le jour habituel pour de telles visites. Lorsqu'il a été confronté à des allégations précises du coroner, suggérant qu'il avait délibérément attiré Vera vers les remises à charbon où il l'aurait ensuite agressée et étranglée avant de se débarrasser de son corps dans le jardin de devant du 89 Addison Road, il a nié les faits. Monsieur Rush a vigoureusement réfuté les accusations. Il a affirmé que son contact avec la jeune fille était minime, contrairement à sa première déclaration à la police qui suggérait une relation plus proche. Interrogé sur le terme minime, il a précisé ne se souvenir lui avoir parlé qu'une fois et a ajouté que, l'ayant croisé dans la rue, il ne l'aurait pas reconnu comme habitant la même propriété que ses parents. Le jury ignorait les précédentes condamnations de M. Rush et la tache de sperme sur son manteau. Mais lorsqu'on lui a demandé s'il errait souvent seul le soir et s'il avait été interpellé par des hommes du quartier inquiets de sa présence près de leur maison et enfants, il a répondu qu'il ne sortait jamais sans sa femme. Le coroner a exposé au jury les preuves circonstancielles qui pourraient indiquer que Percy Rush avait commis ce crime des plus terribles. Il a indiqué que le béret manquait quand le corps a été retrouvé, mais qu'il a été trouvé à Stanley Crescent, près du lieu où Vera avait été vue pour la dernière fois.
Il était curieux que le béret et un morceau de bougie aient été retrouvés près d'une cave à charbon vide, de la poussière de charbon sur le visage et les vêtements de la jeune fille décédée. Le béret sentait le pétrole, lampant, et on en a trouvé chez Monsieur Rush. Toutefois, aucun témoin n'a vu Monsieur Rush avec Vera le jour de sa mort, et aucun pharmacien ne se souvient lui avoir vendu de bandages comme ceux main trouvés sur Vera. Madame Margaret Key, la dame qui avait vu un homme pousser une brouette tôt le matin du jour où le corps de Vera avait été découvert, n'a pas pu identifier Percy Rush comme étant la personne poussant la brouette, bien qu'elle ait assisté à 2 séances d'identification organisées par la police. Le coroner a souligné qu'il y avait des centaines de milliers de bougies à Londres qui pourraient correspondre à la cire de bougie trouvée sur le corps de Vera. Malgré l'indignation du public et les accusations des spectateurs, le jury a finalement conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour inculper formellement M. Percy Rush de ce crime des plus odieux. Le verdict a déclaré que le meurtre avait été commis par une ou plusieurs personnes inconnues. Ce verdict avait en réalité été rendu après seulement 5 minutes de délibération. La décision du jury a suscité une forte opposition dans la galerie. Ils ont ouvertement hué et une femme a crié que M. Rush était un menteur. Après le verdict, des journalistes ont interviewé Daisy, l'épouse de M. Rush. Elle a dit « Je connais si bien Percy. Nous sommes mariés depuis 10 ans et nous nous connaissions depuis 11 ans avant cela. Je sais qu'il ne serait pas capable des choses qui ont été dites à son sujet. » Elle a ensuite poursuivi en disant « C'est un homme qui a été lié à un meurtre odieux. Je ne pourrais jamais y croire et rien d'autre que la preuve la plus accablante ne pourrait ébranler ma foi, et j'ai été justifié par le verdict de l'enquête. À ce jour, le meurtre de Vera Page reste non résolu, personne n'ayant jamais été officiellement inculpé pour ce crime, mais beaucoup de gens pensent que M. Percy Orlando Rush s'en est sorti après avoir commis un meurtre. Les parents de Vera sont morts sans voir justice pour le crime commis contre leur fille. Charles, le père de Vera, est mort en 1959 à 67 ans, et sa mère 10 ans plus tard à 74 ans. Percy Rush, le principal suspect dans l'affaire, n'a plus jamais eu de problème avec la justice. Il est décédé de cause naturelle en 1961. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'écouter. Je serais très intéressé de savoir si vous pensez que M. Percy Rush était réellement coupable de ce crime des plus horribles ou si vous pensez que le jury du coroner a pris la bonne décision. Comme vous le savez, j'aime toujours lire vos commentaires et vos retours et j'espère vous retrouver tous pour le prochain résumé. À faire.